Bodárem. Ale ještě než začneme, tak bleskově pokřtíme knihu, která dnes čerstvě upečená přikvačila k nám do Brna. Ta kniha, autorem té knihy je Petr Král a Prokop Voskovec. Vyšla u nás v nakladatelství Větrné mlýny a François Bodard, kromě toho, že je autorem, tak je také má takové malé nakladatelství ve Francii, jmenuje se Obsidian, a v tomto nakladatelství vychází také francouzské věci Petra Krále. Takže se pan Bodard nesmírně hodí jako kmotr té knihy, takže bych přivítal oba protagonisty, pana Bodarda a Petra Krále. Petra Krále asi mnozí znáte především jako básníka, někteří z vás možná také jako autora skvělých esejů o filmu, ale z téhle knížky ho můžete poznat také jako dramatika. Ta knížka zatím bohužel není k dispozici v prodeji, ale zítra už bude. Takže jenom ještě bych poprosil Petra o představení. No, co bych řekl nejinteligentnějšího. Mně se tady velmi líbí, že se dva mí nakladatelé setkávají na této půdě. François, který je nejvěrnější nakladatel ve francouzštině, zejména tedy básní, to už Pavel říkal, a teďka Větrné mlýny, který tohleto všechno pořádá. Je to tím pádem, já jsem chtěl, přestože ty hry, to jsou 2 divadelní hry a kolem toho ještě povídání, který se to snaží zkomplikovat, nejsou přeloženy do francouzštiny nebo existují jenom v češtině, ale velmi se mi líbí, že to je aspoň symbolický dialog těch 2 jazyků. A poděkuju teďka oběma Françoisovi za to, že mě vydává v té francouzštině a Pavlovi, že nejenom za to, že vydali tu knihu, ale že ji vydali tak pěkně, jak ji udělali. To uvidíte, až bude klání. Dobrý večer, dámy a pánové, takže netradičně vám pana Bodarda představím již v jeho přítomnosti, takže to zkrátím, aby se necítil nepříjemně, že se o něm mluví a o tomu nerozumí. Pan Bodard pochází z Burgundska, v současné době žije v departmánu Yonne na pomezí Burgundska a kraje Champagne. Věnuje se ve svém regioně organizování kulturních akcí. Jak už zde zaznělo, řídí nakladatelství Obsidian, které před 32 lety založil a které publikuje mimo jiné poezii pana Petra Krále a také poezii pana Pascala Commera, který je tady někde v publiku. A už jste ho tady viděli na autorském čtení. Jinak pan Bodard píše poezii, napsal několik básnických sbírek, věnuje se také esejistické tvorbě, napsal sbírku povídek a 1 román. Zde dnes večer zazní 3 úryvky, 1 úryvek prozaický a 2 delší básně. Ten prozaický úryvek přeložila paní Mirka Ševčíková a básně přeložili pan Petr Král, co se týče té první. A druhou báseň, která zde zazní, tu přeložili pan Petr Dittert a pan Petr Wurm. Takže nyní již dáme prostor panu François Bodardovi a přeji vám příjemný večer. Je vais vous lire 3 textes. L'un est une prose. Le seul intérêt qu'elle ait pour moi, c'est que c'est peut-être une façon de montrer
montrer comment je travaille, puisque cette prose est un petit peu une sorte de long pense-bête pour écrire un poème. Comme c'est d'ailleurs assez fréquemment le cas, je n'ai pas écrit un poème, il est resté la prose. Mais cette prose a un sens aujourd'hui, ici, parce que c'est peut-être le seul texte qui me reste d'un long voyage entrepris en 2003, notamment avec le trio Descommères qui a posé des problèmes de traducteurs, qui ne comprenaient pas le sens, il avait raison d'ailleurs, de cette dédicace. Et ce texte parle de Kaliningrad, qui était le but de notre voyage, puisque pendant un mois, j'avais entrepris un travail sur les champs de bataille de l'Europe, raison pour laquelle j'étais venu à Millau pour visiter le site d'Austerlitz. Voilà, donc je vais vous lire ce texte qui restera simplement une prose, très vraisemblablement, qui ne sera jamais un poème. Takže já vám zde dnes večer přečtu 3 texty. První text je prozaický a ten text je zajímavý, protože ukazuje, jakým způsobem pracuji. Je to v podstatě jsou to vlastně poznámky k něčemu, z čeho měla být báseň, ale nakonec ta báseň nevznikla. Ale ten text má smysl ten text tady prezentovat, protože je to jediný text, který vznikl na základě cesty, kterou jsem podnikl v roce 2003 spolu s rodinou pana Pascala Commera. Proto je mu text věnován, což překladatelka měla problém pochopit, ale je to proto, že na té cestě byl se mnou. Cílem té cesty byl Kaliningrad a bylo to v rámci práce, kterou jsem připravoval. Chtěl jsem psát o různých evropských bitevních polích a na této cestě jsme se zastavili také blízko Brna u Slavkova. Ale nakonec z toho vznikl pouze tento text v próze a žádná báseň z něj pravděpodobně nikdy nebude. 3 petites précisions. À un moment, je fais allusion à Stendhal, Henri Bell, donc, qui me gratifie d'une bourse. C'est une organisation en France du ministère de la Culture qui donne à des auteurs des bourses sur un projet littéraire. Voilà mon projet, donc c'était les champs de bataille. La deuxième allusion, je parle à un moment d'un troupier bourguignon. Il s'agit du capitaine Coignet qui a écrit des souvenirs sur les guerres napoléoniennes qui sont très intéressants, notamment sur la retraite de Russie. Et enfin, une erreur lexicographique à propos de la graphie de Kant en cyrillique. Sur une plaque, j'avais vu en français, on le prononce kata. Un ami traducteur de russe m'avait dit c'est une erreur, il ne faut pas que tu le mettes, c'est un gérondif, si j'ai bien compris. Mais kata, pour les jeunes français, ça veut dire la catastrophe. Ils n'ont pas tout le temps ce terme, c'est la kata. Donc je l'ai laissé non pas pour le russe, mais pour la sonorité française. Lettre sur les ruines de Kaliningrad. Ah, pardon. Jenom 3 poznámky k tomu textu. Je tam zmíněný Stendhal, spisovatel a Henri Bell. V jeho jménu získal jsem stipendium, které Ministerstvo kultury ve Francii nazvalo jeho jménem a právě na tu práci týkající se evropských bitevních polí. Potom je zde ještě zmíněno jméno jednoho kapitána, který napsal paměti mimo jiné o ústupu Napoleonovy armády z Ruska. A potom je tam ještě typografická chyba v té ruštině, tam, co je přepis azbukou, to má být Kant, ale je tam Kanta. Řekli mi, že to je druhý pád, ale nakonec jsem to tam nechali, když je to druhý pád, protože se mi to spojuje se slovem kata ve francouzštině, což znamená katastrofa, takže jsem to tam nechal, i když to vlastně není správně. Lettre sur les ruines de Kaliningrad. In fine, donc au trio Descommères. Passé l'humeur batailleuse qui m'avait conduite à l'arpentage de champs de guerre et villes dont les sièges avaient été illustres, poème à faire où serait humée cette communauté supposée d'une Europe toujours à naître sous ses charniers, j'arrivais donc là.
Antichambre, je croyais, de la ténébreuse et gigantesque Russie, qu'encore la Chine, assoiffée de pétrole, nomme l'ours polaire, le plantigrade fourré redouté du congrès de Vienne, déjà, et caresse du pelage dans le bon sens, surtout ne pas énerver l'ours russe. J'avais lu Custine, ses lettres, et c'est ce même univers de suspicion, faussement débonnaire, qui attendait au léger poste fondiaire bordant la Masurie, sa guirlande de lacs. Dans l'aube d'août où nous étions seuls, on nous ordonna par 3 fois de soulever le capot des voitures et 3 fois on scruta les passeports, visage anthropométriquement revu de face et de profil, qu'un doigt impératif faisait piloter près du guichet. Discret frisson le long des kalachnikovs en bandoulière, des treillis impavides, Mann sitôt ravivé de Pilniak, Mandelstam, Ginsburg, Chalamov. Écouler ces 2 heures bureaucratiques, nous beaucoup papier dans un mauvais anglais, on troque l'euro contre le rouble mythique adorné d'un Pouchkine, d'un Pierre le Grand, et on détale. Rase en campagne aussitôt, enfants maigres blonds, moitié nus, poussant les troupeaux d'oies, cigognes montées aux cheminées d'usines délabrées, kolkhozes désertés, routes incertaines, pas de carte pour les touristes, mais pour les autres, ombrés d'arceaux bas de cerisiers. Déambulèrent ainsi dans un vieux temps presque immobile où la pauvreté ressemble soudain à cette paix ancestrale, perpétuellement promise. Et au détour d'une rue vide, cabossée, poussiéreuse, sous le fouillis des rosiers rouges de ce qui fut peut-être un village de pionniers actifs, un buste de Lénine, le visage théâtralement las de tout cet abandon, moins le regard toujours de bronze véhément, cherchant très loin l'avenir radieux, prémisse d'une tradition de calme débâcle que Jean Boutrassard avait exactement saisi dans ses images de la terre russe. L'enclave vaut 2 petits départements d'ici ou la grande Île-de-France. 6 mois d'un siège terrible pour saisir enfin cet accès à la mer libre de glace. 6 mois d'un pilonnage incessant des canons russes et des bombardiers alliés, rasant ce qui passait pour l'une des plus belles villes hanséatiques, une perle de la Prusse fut-elle d'Orient. On entre dans ce demi-rêve escompté, par le cauchemar d'une banlieue de bars atroces tels que les nôtres prennent soudain un petit air de fête, cassant essieux, amortisseurs cassant ses reins sur les pavés disjoints, d'où pointent par endroits les jointures métalliques des rails du tramway. Comment ne pas penser à ce qu'écrit Sebald de l'Allemagne au fil des pages noires de son essai, de la destruction comme élément de l'histoire naturelle. Le démembrement, la ruine, le fracas, la désolation, l'écroulement et la déchéance montrent partout leur victoire, affleurant sous la misère grasse des babouchkas, vendant tout sur les trottoirs, harengs séchés, graisseux, d'huile aigre, carottes éthiques, vodka de tout calibre, cigarettes au nom magique. Et dans les boumes jaunes grinçantes aux essieux, l'eau à 1 rouble, le gobelet de ferraille, filtré par la rouille boursouflant la peau lépreuse des tonnes. Poncive des choses vues, fleurant l'anticommunisme primaire et pas volé, la slavophobie, que les ans font du sculpté des héros du peuple, dominant là ou là les jardins publics insalubres, dénis à peine parmi la jonchée des ordures. Mais la disgrâce d'ici est sauvée par les fleurs que de grosses dames joviales proposent sur l'empan d'un long trottoir devant un parc. Fleurs à foison où domine le blanc des lys et qui masque soudain l'empire de la grisaille. Stendhal, qui me gratifie d'une bourse, vint ici, rescapé de la déroute napoléonienne et du bûcher moscovite. Trop chaud, trop froid, île-d'âtre de ce havre climatérique, gagné à pied, le début d'une mélancolie reconnue, mais plus tard, dans les feuillets de The History of His Life, l'ennui m'a pris à Königsberg, lui qui n'arrive jamais à orthographier la cité à l'allemande. Ailleurs, il écrit Königsberg.
Il y prend un bain chaud, sans doute désabusé. L'eau en était-elle aussi boueuse que celle dégorgeant par saccades du robinet de l'hôtel Tchaïka, Pugacheva Ulica. À l'abri dans les murs du port opulent, Bell le dit au 1er janvier de 1813, le maréchal Soult trouve 100 000 fusils anglais qui forçaient le blocus absurde. Et d'arsenal qu'elle fut jusqu'en juin de 1807, la ville deviendra dans l'hiver 1812 le mouroir de la Grande Armée, selon l'expression de l'amputeur Larrey reprise par le capitaine Coignet dans ses cahiers. De quelle fonderie glaciale coulaient donc ces rescapés miraculeux que leur empereur, défait de sa chance coutumière, honorera en ces termes. Les hommes ordinaires ont succombé, les hommes de fer ont été faits prisonniers, je ne ramène avec moi que les hommes de bronze. Destinée prémonitoire de toutes les multitudes casquées qui approchèrent les murs. Le troupier bourguignon eut-il le temps, pas Stendhal, il avait d'autres chats à chauffer, d'éprouver la théorie des ponts du mathétien Euler, rebaptisé théorie des graphes, et qui proposait de partir d'un point X et d'y revenir en passant une seule fois par tous les ponts, il en subsiste assez, que jette la cité sur la Prégolia, ses canaux et ses bras. On doute que le 5e restant de l'armada ait songé au problème. Pas plus qu'il n'imagina d'aller visiter la tombe du plus illustre rejeton de la ville, mort en 1804. Kant, méconnu des troupiers de l'Empire autant que des hôteliers, boutiquiers et passants des rues contemporaines, parfait inconnu de cet Emmanuel-là, tout aussi ignoré dans son costume moderne labial, cyrilliquement kata, mais au détour miraculeux d'un parapet mal rebâti, une plaque de bronze à la gravure bilingue allemand-russe signale enfin que le philosophe a bien vécu et médité dans ce lieu. Poussant la recherche à l'aveugle avec le secours improbable d'un jeune vétéran des vallées afghanes, à présent mobilisé par la vodka dans son treillis crasseux, on déniche le strict mausolée rose, abrité dans les contreforts de la cathédrale, rare monument debout. L'absolu fleuron du lieu russifié a tout de même son musée secret. Sur 3 niveaux, resserré dans la tour ouest du sacré carcan de briques, emmailloté d'échafaudage. Masque mortuaire à la bouche obstruée, qui gît sur tissu noir. De Quincy rapporte qu'on rasa la tête de Kant et, sous la direction du professeur Knorr, on en fit un moulage en plâtre, non seulement du masque, mais de la tête entière, dans le dessin, je crois, d'enrichir la collection craniologique du docteur Gall. Dessin, peinture de sa maison évanouie dans la Prinzessinstrasse, Madame de Staël, qui le fait connaître en France, le nomme prince de la pensée. Édition de l'œuvre à travers le temps, billet de banque à son effigie, médaille, tout ça qui faisait l'honneur de nos musées de province et leur cartel calligraphié. Grand secours de l'imagination, affronté au marasme urbain, lorsque revient, s'éloignant à pas précautionneux de cette monstrance, les lignes tracées par le faussaire de la nature, toujours de Quincy, relativement à l'immédiat post-mortem du grand homme, un 28 février, la cité de Königsberg n'avait jamais vu et ne vit plus de funérailles telles que furent celles de Kant, aussi solennelles et aussi magnifiques. Le corps fut levé à la lumière des torches, tandis que les cloches de toutes les églises sonnaient le glas, puis, portées à la cathédrale, éclairées par d'innombrables cierges, un prodigieux cortège suivait à pied. La ville océanique connaîtra d'autres défilés de moindre honneur, dont ceux, hurlant à la mort, de la voyoucratie nazie. On n'avait pas voulu mourir pour Danzig à 2 pas d'ici, on crèvera beaucoup pour tous les tanks de la planète. À un gros siècle des pompes funèbres kantiennes, une fillette découvre dans le lacis portuaire et prospère ce que pèse l'affaissement de la pensée. Mon grand-père était président de la municipalité libérale et conseiller municipal de Königsberg. Cependant, le mot juif n'a jamais été prononcé entre nous, et à l'époque où j'étais petite fille.
c'est par le biais de réflexions antisémites proférées par les enfants dans la rue et qui ne valent pas la peine d'être rapportées que ce mot m'a pour la première fois été révélé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai été, pour ainsi dire, éclairé. La gamine, Hannah Arendt, n'ignorait pourtant pas que la ville avait été fondée à l'entour de 1260 par l'ordre des chevaliers teutoniques s'obstinant à la Drang nach Osten, la poussée vers l'Est. Ce mont du roi, hommage à Ottokar de Bohême, symbolisera longtemps la victoire des chrétiens sur le paganisme, l'empire de la croix, surtout ceux qui en réfutaient la folie paulinienne. Et les nazis s'en souviendront, qu'ils magnifieront grotesquement et par certains côtés indûment, car l'ordre créa des bibliothèques, eux les brûlèrent, la geste moyenâgeuse et colonisatrice. Des barbaries modernes, à peine plus soft, sont toujours à l'œuvre ici, dont témoignent, frôlant les misères de grosses cylindrées aux vitres teintées, et les boutiques, proposant les plus célèbres griffes à des prix ubuesques pour les bourses locales, contrefaçons sans doute, et allégories des trafics inévitables qui sévissent dans les ports, d'autant plus que l'enclave, par sa situation obsidionale, est à ce qui se dit la mère de tous les traficotages transfrontaliers. L'Ambre en est l'acmé mystique. La vodka plus ou moins frelatée, les cigarettes emplissent les coffres, et l'essence à bas prix que Polonais, Ukrainiens et Bélarusses emportent au creux de récipients variables. On constata avec une surprise toute occidentale l'arrêt automatique des pompes quand leur compteur affichait maison rouge à peu près 10 €, craignent qu'on ne file en douce le réservoir rempli. Et cet esprit d'accommodement, qui passe pour une vertu slave autant que gauloise, les douaniers arpentant sur leur vasque képi la poussière de Bagrationovsk l'illustre. Petit bourg où fut livré, dans le terrible février 1807, la meurtrière et indécise bataille d'Eylau, 40 000 cadavres. Le buste en bronze du maréchal Bagration, qui teint ici la dragée haute à l'emport corse, coule de ses rouflaquettes de prince géorgien et de son unique épaulette, la corruption des gaboulous russes, recevant manuellement et sans trop s'en cacher des billets propices à vous faire un bond salutaire dans la file interminable. On songe du coup à cette répartie de Napoléon, à qui l'on signalait le cas d'un commissaire de guerre particulièrement malhonnête, ils l'étaient tous, volant, oui sire, mais avec deux ailes, c'est bon pour mieux voler. À propos de rapine, autant dire que l'enclave, l'oblast, est un parangon de filouterie géostratégique, à côté de quoi les petites manigances circonvoisines sont peu de choses. Capturée de haut carnage, la ville écrasée servira de comme transit aux Allemands de la Volga escapés de Sibérie, en route pour la terre ancestrale ruinée, sorte de miroir déformé de l'ancienne campagne de Russie. Au gré de l'absurde fantaisie des Alliés, un sinistre balai d'exilés sillonna l'Europe, comme pour mieux marquer du sceau de la bêtise que ce bout de continent avait alors un goût affermi pour les déportations massives. Quant au baptême slave, dès 1946, l'ironie coutumière au tyran fait foi. Le vieux Kalinin, Mikhail Ivanovitch, aveugle et cancéreux, se vit dépossédé par Staline du titre interminable et pesant de président du Présidium du Soviet suprême de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pour son âge, c'était sans doute un peu moins porté. Il gagna au change, quoique mort l'année même de sa disgrâce, d'être l'éponyme d'un rapt très historique, à moins que ce ne fût pour mieux l'aider à supporter la relégation de Madame au Goulag. Mais il avait déjà donné son nom au port de Tver sur la Volga, à côté de quoi il était né 71 ans plus tôt. Sorte de Babel du Nord qu'une carte fait assez ressembler au fond d'une gueule lagunaire, ouvrant ses mâchoires sur la Baltique, Königsberg abritait majoritairement depuis sa fondation des Prussiens, des Polonais, des Lituaniens et tout peuple divers venus du pourtour maritime et des comptoirs hanséatiques. On n'y parle aujourd'hui que le russe, et les sujets de l'ours polaire représentent les 4/5 d'une population estimée à près de 500 000 âmes. Mais les données statistiques invérifiables
autant que l'absence de carte interdisent toute certitude, sans doute pour mieux coller à cette autonomie de la volonté, par quoi Kant définissait essentiellement la liberté, le dit Kant, Kata, dans son fameux projet philosophique pour la paix perpétuelle, notait ceci: hospitalité signifie le droit qu'a un étranger arrivant sur le sol d'un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier, et réciproquement sans doute. Maintenant, un poème ancien, traduit par Prêtre. Ce poème, entre-temps, a eu un petit sous-titre qui est sonnet-sonnerie. En fait, c'est un faux sonnet, mais bon, je me débrouille toujours avec les faux sonnets, les faux alexandrins. Ben, c'est comme ça que je fais. C'est un poème sur la mort d'un ami et parallèlement au premier signe de cette déchéance due à l'alcool, il y avait les événements de décembre 1988 en Roumanie. Et si je fais allusion aux traditions conventuelles, c'est parce que Ceausescu avait fait notamment détruire beaucoup de monastères. Voilà. Ta báseň je trošku starší. Vy ji budete moct sledovat v překladu Petra Krále. Její podtitul předtím byl Sonnet sonnerie, tedy v češtině to samozřejmě nezní, ale je to sonet zvonění. A je to o smrti jednoho přítele a o prvních příznacích jeho úpadku způsobeného alkoholem. Odvolávám se taky na Rumunsko, protože Les événements qu'on a dit. Mais la mine n'était pas roumaine. a odvolávám se na události v Rumunsku v roce 1988. Proto tam padá také jméno Nicolae Ceausescu. C'était concomitant. Il me téléphonait le soir, la nuit. Il commençait à aller très mal. C'est à cette époque-là que je suivais de près les événements qui m'ont dans le poème et de ces deux circonstances. A je to v podstatě jenom shoda náhod, že ten samý večer, kdy v Rumunsku došlo těm krutým událostem, mi právě ten přítel, o kterém ta báseň mě telefonoval. À Jacques Roland, in memoriam. Un ami téléphone, il est nuit, il est ivre, son corps sent tout à coup cette odeur de finir, sa voix fait un boucan de couvercle de clous. La tête est gourde, le prétexte fameux, tel un mal à sa grippe, tel un char à sa porte, et ses vertes impatiences d'endurer son palabre. Il dit, je me fiance, on connaît cette antienne, mais mon ventre s'insurge et mon chien adétique. Il a fait un poème, annonce est incessant, et parle de convoi, nébuleux délirium de convoi hors les rails. Le vide ahurissant des 20 mots qu'il annonne, les pleutres, les bourreaux, qu'il agence, qu'il brise. On lâche sans blêmir la faim jaune à ses trousses, le sommeil à désordre qui peut les abolir. Rappelle-moi demain, ce soir, je t'entends mal. On raccroche, pas fier, tout piqué de fâcherie. La couche vous reçoit dans sa faible inconscience, mais l'on ne trouve plus la position fatale. À la lumière qui revient le concert des nations et l'empoigne du bruit. Leur envoyer là-bas put toucher la blessure d'un busard des Carpates avachi sous son règne. Ô Danube insalubre de nos pensées, et le fleuve charrie tout aliment de peine. Elle détrempe les draps, s'y cramponne et prospère. Débonde tout soudain les saletés de l'enfance. Demain, un sou, une pensée chrétienne, la pitié sulpicienne aux délices dansant. À
genoux vers les prêtres, la comédie du don. On s'endort à la fin de l'absoute du monde, son âme contristée pour les Moldo-Valaques. La nuit toujours, sonnerie, et toujours il est ivre. Le visage de l'autre nous appelle à la vie. Tu sais que dans les camps, l'homme suffit à sa peine. Boire est donc un métier, plus une des raisons. Sous cette solitude, je peux encore penser. Mais toi, tu réponds quoi? Qu'il est 2 heures, que je t'emmerde? On ne va pas tonner, tu l'as dit, et ne saurait mieux dire. Prends quelque analgésique et assaille ton lit. On baille, on baragouine, on invoque les lards. Pour le servir, on souhaite une milice de tiades, mais il n'essère dans ce hallier ondulatoire. J'entends mal, allô, j'entends très mal, on coupe. La Dée Saint-Ancienne, avenue des pavés de la victoire du socialisme, les cadavres affranchis font le signe de vaincre, tout ça dort couché, ainsi va le bonheur. Un ami téléphone, il est loin, on est là, et regagner sa chambre, une dague dans l'aine. La hulotte familière soupire en haut du pain, sa très maigre romance, mais c'est froidement à mort. L'interrupteur fait le guet que la main ne peut prendre. Les yeux fondent, alors le goitre s'amplifie. L'épistaxis attend la fuite des pituites. Tout l'animal est tiède, il coule lentement. L'effraie serre un rat dans ses serres. Ça parle sous le lit ou derrière la fenêtre. La voix atone, dévide l'antiphonaire de croire. Sexe non compli. Le livre d'heures est blanc. Le sabre du soupçon vous tranche le secours. En songe, la main agrippe le bois lisse de se taire. Assemblés, tous les visages de l'autre n'évoquent vraiment rien. Le rat est dépecé. Tout un sang a rompu la digue des narines. Quel corps est levé dans la nuit qui n'a plus appelé à ce qui va vers ce qui reste dévotion. Pour finir, un exercice difficile, d'abord pour moi parce qu'il est long, et en plus parce qu'il y a des mots et des expressions en tchèque, donc vous attendrez la fin pour me lancer des pommes. Voilà, je vais faire comme je peux. C'est un poème qui est dédié à Pêtre, puisque c'est par Pêtre, une fois de plus, triangulation entre Commère, Kral et moi est élargie en fait à tout un groupe d'amis avec lequel nous faisions la revue. Et d'ailleurs, ce texte a paru dans cette revue parce que c'était aussi une façon de raconter aux autres amis poètes de notre groupe ce qui s'était passé pendant notre voyage. Et donc ce poème, lors de mon deuxième voyage à Prague, est aussi une façon de faire signe à plusieurs amis de ce groupe qui sont présents dans le poème et qui étaient avec nous lors de ce deuxième séjour pragois. Voilà, c'est aussi une petite histoire de Prague à ma façon, avec 2 petits signes ailés. Au début, une petite allusion à T.S. Eliot, un petit distique que j'aime beaucoup, et à la fin, un petit distique de Nesval. Na závěr trochu náročná báseň. Náročná, protože je dlouhá a také proto, že jsou tam česká slova a slovní spojení, takže na konci po mně pak můžete házet jabka, když budu špatně vyslovovat. A jinak tato báseň je věnovaná panu Petrovi Královi. Zase se odvolává na ten náš trojuhelník Komér, Boda, Petr Král, což je vlastně jsme taková skupina přátel. Odvolává se to také na ten časopis, který jsem zde ukazoval. A
V tomto časopise jsme také text publikovali proto, abychom vyprávěli dalším přátelům z té naší skupiny o té cestě do Prahy. Byla to moje druhá cesta do Prahy a je to vlastně takový můj osobní pražský příběh. Jinak text obsahuje 2 citace, citaci Eliotovu a na závěr citaci z Nezvala. Et juste ceci, le titre, La prise de Prague avec un genou mort, parce que j'avais très très mal à un genou. Je me suis blessé il y a très longtemps dans une vie, et Prague était à l'époque, en 95, en travaux partout, et donc je n'ai fait que m'esquinter un peu plus le genou. Voilà. Ještě ten titul Obsazení Prahy s mrtvým kolenem, ta báseň se tak jmenuje proto, že já jsem měl nějaký úraz s kolenem, špatně se mi chodilo a navíc v Praze bylo tehdy všechno rozkopané, takže to s tím kolenem po té cestě bylo ještě horší. La prise de Prague avec un genou mort. Va, dit l'oiseau. Le genre humain ne peut pas supporter trop de réalité. Eliot. À Pet Kral. D'un avril, son hiver, c'était nôtre la peau de pruine du climat et grand goût de désastre. Tombé du Strahof, rejeté vers le pont, menu cavalier franc ou mains gourdes à bagages, nous prendrons cette ville où pas un arbre d'or. Grises guêtres encroûtées, les sangles, le gorgerin sali, nos gantelets rugueux salopaient les braguettes. Dans l'aubade suédoise, des bonnertés mondaines, la fanfare émiettait notre urine. Pisseurs, contentés sur les pommiers du flanc, on blaguait les Pascal, les Bruno. Malastrana est si petit côté de quoi? La neige mal fondue sur la pluie pas gelée, déjection qui nous gerce. Rien que ça, signe d'aller ailleurs, se faire voir, pendre, et fatigues à pointe, tabasser les mollets, grand cap d'amer passé, ce ciel en a gémi, crâne de fiel. Mes capsules synoviales à l'étude claquaient, craquaient, Mathias coulait, venu d'Arras ou d'Avignon, les fondations, ma jambe, aïe, treillis soudée, voulait elle-même enterrer sa douleur. Sergent de Louveterie fûmes-nous, tendant des pièges sur le temps. Toute l'histoire vient y passer la tête. Alors nous arpentons un guide dans une main, un trou de compassion à l'autre. Et c'est dire Prague, long défi de tribune, ô le allié des chambres, Lateo Mikulas, masse d'un couronnement. Chante la ville pour mieux te taire. L'ombilique pierreux, sous ses barbares accords, bourré musclé d'un précateur, j'y traîne un peu vainqueur ce genou d'affliction, debout devant la guerroyeuse vraisemblance du jour. Pêche en meute, bavant l'amour humide, les noyés, la vue tabac, notre langue flageole, piteux désir filant, nappe crème, sa fougue sur la rage des eaux, vanité riveraine. Le lit se prend trop large pour un fleuve, mais au seuil de la baroquerie coule le reflux parfumé des babelles, blablas en fatigue sur dialogues idiots. Dans la cuisine légendaire, l'œuvre noire, combien de Karlouf Most dans le mortier de ta gloire. La nôtre ordonne, marchons, allons, piétinons, ah non, c'est la troupe, gaffe les tramways et les foules. Déjà que je digère l'autre pont entrevu sur l'Hudson, Hartcrane, trimballant sa dépouille avinée, la culbutera par-dessus bord, à la mûre ou colomb, père des grands oiseaux blancs, livra la poudre l'encens, ces bêtes, menu fretin pillard, gonfalons des massacres. Ici, Yana, on écrase par la ca, du talon, n'amnistie sa candeur, ça sent l'Est, les ruses, et Staline aux vieilles joues défoncées de variole, virile lumière du socialisme, ainsi pourri. À la tremblote des bougies, place envahie de crémation, j'honore mystérieusement Pala dans la fumée de Hus. Célèbre l'histoire d'un petit peuple,
pas plus fier qu'un autre, brûle, arde, grille, flambe, autant pour nous chauffer la glotte voyageuse. Dans quel slavon, Praha veut-elle dire non? L'embout peignons par bande secrète, secrètement déniaisions nos terreurs. Où y es-tu? Da, Pravda, Zverina, Mouvete Frankowski. L'armée rouge s'embombait au cauchemar de ses bottes. Vous aviez pour 6 sous un bonnet étoilé sans son crâne de plomb. Mais c'est la tête qu'on voulait. Coin de pogrom, hure de procès. Mandelstam débitant son Pouchkine à Kafka. Et nous les cajolons, sanctifions, déifions, pèlerins administrés, les grands martyrs du verre, de la relégation. Nous léchons leurs tourments, bu jusqu'à satiété. Le mot même Chalamov, révoqué par sa fille, n'est pas des nôtres, oh non, et Dubček, pas plus. Avenue Parischka, je dégourdis ma texte. Prague, Sanf, téton gauche de l'Europe. Quant au charme, les ruelles d'Offrinbock et le banc de Chabal poussent la Théo Tigrin avec sa tête de Schweik, ses livres pour aucun conquérant. Et c'est toujours par là que ça revient, un rotule balotte, la peur bleue, la peur verte, tout ça, si craintif des steppes, qui reluquent à plaisir les morveux blindés de la horde d'or. Pas les petits légers de Thérésine toujours, si concentrés sur leurs dessins, poèmes, leurs partitions trop déchiffrables. Mais là, ça montait d'ici, remontait. Fin fond de l'intérieur, casqué, parois crevées sans grâce, dessous le téton gauche, dessous le téton droit de l'Europe. Étions déjà venus, il me semble, menus cavaliers francs, arrimés au charroi impérial, Charles au pont, roi du bronze, invalide, électeur, Montclémé, qu'à Paris on avait fait entrer à cheval non blanc, un décembre glissant de 1375. Et se souvient, remontant sa braguette, des paroles germaines à cuirasse poussière. Nous, Allemands, seuls êtres humains corrects avec les animaux, nous serons aussi corrects avec les animaux humains. Himmler passe, le jetable en bataille et les marques. On grime cette ville maquée aux couleurs pâtissières de Bavière. Si vous pliez, peuple, des genoux raides, ça vous fait mal? Le vieil oblat d'acier se fait projeter le dictateur, ça l'emballe plus que sa datcha nue et théâtre de housse. Dans la nuit dégorgée du Kremlin, comme le barbier juif affûte le rasoir, il flaire un sang proche et ses pairs, Panique, Mladic, Karadzic, auront-nous mérité les régents de nos frousses? Décimation rituelle pour toujours resservie, on délire, on aime, pissant sur les pommiers et jeté du Strauss au monstre racorni. On allait sans remords vers l'hommage à Staline, les mille écrasés de son bonheur funèbre. Place der Sandine, Narodny Galerie Praze, un Christ saigne aux douleurs polychromes. Il chiale sur nous autres. Son nuage de cul-de-jatte et bois sec de tilleul, 50 couronnes la passe, pas cher la contrition. Et encore, ça retrousse les temps, siècles du peu et du ressentiment qui, à la barbe au vent, épice sur les cavaliers francs. Nota bene, un oiseau chante sur la place Venceslas, c'est un dimanche dépeuplé. Vous reprendrez bien un verre de Nesval pour la route. Merci beaucoup.
Děkujeme panu Vodárovi a teď vaše otázky. Možná, jestli mohla první otázku, výjimečně, c'était en quelle année que vous êtes allé à Prague? V jakém roce jste byl v Praze? La première fois en 95, deux fois en 95, je crois, puis je suis revenu deux fois de plus. Je suis venu 4 fois, c'est peut-être la ville où je suis, la ville où je suis né, où je suis plus allé. Byl jsem tam v roce 1995 a potom jsem se tam vracel ještě několikrát, docela často. Tak teď vaše otázky. Dobrý večer. Chtěla bych se vás zeptat, uvádíte, že vaše verše hodně překládá český básník Petr Král. To můžete samozřejmě tím pádem i korigovat. A stává se vám, že přeloží vaše verše někdo s jazykem, který neovládáte a můžete potom nějakým způsobem zjistit, do jaké míry se trefil? To je první otázka. A druhá otázka, hodně mluvíte, když jste byl v Praze, třeba o historii. Musíte znát historii toho města, nebo spíš dáte na vaši intuici nebo instinkt? Děkuji. Merci de votre lecture. Vous avez dit que certains poèmes de vous ont été traduits par Petr Král. Et donc, quand lui il traduit vos poèmes, vous pouvez vérifier jusqu'à une certaine mesure si c'est bien traduit, etc. Et je voudrais demander s'il vous arrive aussi qu'un de vos poèmes est traduit dans une langue que vous ne comprenez pas et vous n'avez pas la possibilité de vérifier si la traduction est bonne. C'est la première question, donc vous pouvez répondre, après je vous dis l'autre. Je ne parle encore pas très bien que le français, donc ça m'est difficile de regarder quand il y a des traductions. Bon, c'est arrivé. Petre, je le connais assez, c'est un ami assez fidèle, donc je lui fais confiance pour ne pas me trahir. Quant au reste, la seule chose que je peux dire, c'est qu'une anthologie de poètes français japonaises a renoncé à traduire mes poèmes s'ils n'y comprenaient rien. Donc voilà, moi je ne comprends pas d'ailleurs toujours quand les poèmes sont anciens, parce qu'il y a plein d'allusions, il y a des... Oui, enfin, c'est difficile de parler de la façon dont enfin pour moi, dont je travaille, parce que je travaille beaucoup avec des éléments que je prends comme ça, par exemple à la télévision, je regarde pas mal la télévision, les informations, je suis un peu maniaque d'informations, émissions historiques. Et alors je note des choses sur des bouts de papier, et puis ça se retrouve dans des poèmes, et quelquefois je suis obligé de faire des recherches pour savoir pourquoi j'ai mis telle chose, et quelquefois d'ailleurs je ne retrouve pas. Donc, pour en revenir au problème de la traduction, oui, c'est arrivé une ou deux fois en italien, je crois. Donc, oui, il y a eu quelques langues. À l'époque, c'était la Yougoslavie, paraît que maintenant, c'est des langues différentes. Voilà, en anglais. Mais je ne vérifie pas parce que, d'abord, je pense que la traduction, c'est vraiment une chose qui touche d'abord le traducteur. Il faut être parfaitement bilingue pour se mêler d'une traduction. Comme évidemment, ce n'est pas mon cas, quand on me traduit, je fais confiance. Tant qu'on ne me siffle pas. Takže co se týče francouzštiny, tak Petru Královi samozřejmě důvěřuji, je to můj dobrý přítel a věřím, že mě nezradí a že jeho překlady jsou dobré. Jinak stalo se mi, že se připravovala nějaká antologie francouzské poezie v Japonsku a ty překlady do japonštiny údajně nebyly dobré, že ti Japonci údajně vůbec těm básním nerozuměli. A samozřejmě je těžké takové básně překládat, protože já tam často vkládám různé narážky, aluze i na aktuální situaci, i na to, co vidím v televizi. Já velice náruživě sleduju zprávy, sleduju historické pořady, dělám si u toho poznámky, kolikrát pak hledám, proč jsem si vlastně tu kterou poznámku napsala, někdy to třeba už ani nenajdu, takže není snadné takové básně potom překládat. Ale vím, že mé básně byly přeloženy do italštiny, myslím, že nějaký překlad vyšel také v bývalé Jugoslávii a něco se překládalo i do angličtiny, ale já kvalitu těch překladů neověřuji, protože podle mého názoru je to problém překladatelů, kteří samozřejmě, pokud se
do toho překladu pustí, tak by měli ten jazyk dostatečně znát a je to na jejich zodpovědnost. Já nemám možnost to ověřit. A teď já jsem ještě nepřekladala tu druhou otázku, takže teď k ní přejdu. Donc pour la deuxième question, c'était, vous parlez beaucoup de l'histoire de Prague, par exemple, dans votre poème. Donc je voudrais demander, est-ce que vous devez bien connaître l'histoire ou est-ce que vous faites confiance à votre intuition, comment vous travaillez? Bien connaître l'histoire, ça je ne sais pas. Il y a des périodes qui m'intéressent plus que d'autres, sur lesquelles évidemment je lis, je me renseigne. Là, sur Prague, je ne sais pas, d'abord parce qu'on ne sait pas comment on est un poème. Voilà, le poème, il est né, je me souviens du moment, c'est vrai qu'on faisait pipi, on était 5 ou 6, on faisait pipi comme des pommiers en descendant du Strauch par derrière, et il y avait le jardin de l'ambassade suédoise, où il donnait, il y avait un petit concert dehors, voilà, et il n'y avait pas de raison, ben voilà, c'est comme ça, je me suis dit, voilà, comme ça, le poème va commencer, je vais faire un poème sur Prague, et le poème va commencer comme ça. Voilà. Alors on a 50 fois des idées de poèmes, et puis l'histoire, par exemple, de tous les écrivains ici le savent, hein, l'histoire de Kaliningrad, j'avais vraiment une très forte envie, et puis voilà, et là, le poème sur Prague, il s'est nourri à chaque fois de mes passages à Prague, mais il n'a jamais changé. Il y a des petits détails comme ça, mais 3 fois rien. Il est venu comme ça, et effectivement, il se nourrit de lectures, de souvenirs, de choses que j'invente. Quelquefois, je prends pour des vérités historiques des choses qui n'en sont pas, si je vérifie, ou qu'on m'indique en me disant non, pas du tout, là tu t'es complètement trompé. Alors, quelquefois, il faut changer si c'est ridicule, mais sur des dates ou des circonstances historiques, si ça rentre dans l'économie du poème, parce que ce qui compte d'abord dans un poème, c'est le travail sur la langue, et le poème comme champ de bataille, c'est évidemment ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je m'intéresse aussi au champ de bataille, parce que le poème, c'est un champ de bataille, et que on n'écrit pas un poème forcément 2 fois de la même façon. C'est pour ça d'abord que j'aime pas lire mes poèmes passés, puis quand ça m'arrive, je les retravaille, de même que l'histoire n'est jamais prononcée de la même façon. On attend quelquefois 1 siècle ou 2 siècles pour revisiter l'histoire, et c'est ce qui en donne la richesse. Si les choses étaient établies une fois pour toutes, ce serait très très ennuyeux. Alors vous voyez le problème des traducteurs dans ce cas. Takže některá historická období mě zajímají, o těch si hodně čtu, o těch se informuji, ale jinak ta báseň to nevzniká jenom z těch historických znalostí. Tahle ta báseň třeba vznikla tak, že jsme šli dolů ze Strahova a byli jsme se vyčurat v Jablečném sadu, tam dole pod Petřínem. A tak to byl ten původní nápad a pak se na to jakoby začne nabalovat to ostatní. Ale kolikrát se mi stane, že takových nápadů mám spoustu, jako třeba ten nápad na báseň o Kaliningradu, která nikdy nevznikla, a pak najednou třeba i když jsem měl velkou chuť tu báseň napsat, tak nic nevznikne. A jinak samozřejmě ty básně, to je taková směs mojich vzpomínek, toho, co jsem přečetl, někdy si i něco vymyslím, nějaké historické události, pak to třeba zase změním. Samozřejmě některé údaje, letopočty si musím ověřit, nebo je jasné, že jsou správné, ale třeba co se týče, to se týká ty historické údaje, třeba toho, co jsem chtěl psát o bitevních polích, tak to mě zajímá a myslím si, že báseň je taky takové bitevní pole, proto se vlastně báseň se nedá nikdy napsat 2krát stejně. Proto se nerad vracím ke svým starším básním a když se k ním vrátím, tak je často přepracovávám. Stejně tak jako historie se nikdy nedá povědět 2krát stejným způsobem. Podsłucham misji Huda. Chtěl bych se zeptat, prosím vás, co znamená ten obrat, že Karel IV. Nepřijel do Paříže
Bonsoir, je m'appelle Monsieur Oda. Je voudrais poser la question sur une tournure du dernier poème que vous avez lu, du poème sur Prague, où vous avez dit que Charles IV n'est pas venu à Paris sur un cheval blanc, donc c'est quoi le sens? Voilà, toujours on en revient à la difficulté de la traduction avec ce genre de texte. Quand Charles V, le roi de France, fait venir, qui est une situation très instable, c'est un jeune roi que son père, enfin c'est une histoire très compliquée de l'histoire de France, son pouvoir n'est pas du tout assis, et pour le consolider, il fait venir l'empereur Charles IV, qui est alors le grand souverain de l'Europe, qui est considéré comme l'homme sage de l'Europe, qui est son grand-oncle. Et il le fait venir, et Charles IV est déjà un homme impotent, âgé, etc. Il vient en plein hiver, il traverse l'Europe, il vient à Paris, mais on s'aperçoit, je crois que c'est à Senlis, enfin une centaine de kilomètres de Paris, il a un succès considérable auprès des populations, et il est sur un cheval blanc, qui était le privilège des empereurs. Et les conseillers du roi, Charles V, donc du roi de France, lui disent le roi c'est vous, en France le roi c'est vous, donc il ne peut pas être sur un cheval blanc, vous allez aller à son devant, vous sur un cheval blanc, et on va lui demander de prendre un cheval non blanc. Voilà l'anecdote. Évidemment, si on ne sait pas ça, on ne comprend rien. To je opravdu je to důležité a je třeba vědět, že to se vztahuje k tomu, že Karel V., který byl ve Francii v tom roce 1375 v dost nestabilní situaci, pozval Karla IV. Jako už stabilního velkého vládce a velkého mudrce evropského, pozval ho do Paříže, aby upevnil svou moc, protože to byl jeho, tuším, prastrýc. A on už byl starý, byla zima a měl tedy přijet do Paříže. A když přijel do Saint-Lys, asi 100 km od Paříže, měl tam obrovský úspěch a přijel skutečně na bílém koni, protože to bylo privilegium císaře. A rádci Karla V. ve Francii Karla V. upozornili, že králem Francie je on a že se nehodí, aby někdo jiný přijížděl na bílém koni. Takže nakonec to bylo tak, že Karel V. jel před ním na bílém koni a on jel na nějakém jiném koni. J'ajoute juste, là ça touche à la cuisine de la poésie, que quand j'ai eu l'idée de glisser cette anecdote, et c'est plus que ça pour moi, dans le poème, je savais que je mettrais à cheval non blanc. Plutôt que de trouver une tournure, c'était comme ça. Je savais. Si je le mettais, c'était en mettant... Alors c'était pas évident, parce que c'est pas très beau, cheval non blanc, mais bon, voilà, c'est comme ça pour moi dans le poème. A ještě co se týče mojí techniky psaní, tak pro mě ta věta je důležitá, ta zmínka, a speciálně jsem tam uvedl un cheval non blanc, nebílý kůň. A věděl jsem od začátku, že takhle to bude řečeno. Tak já nevím teď, jak to bylo v překladu, ale má to být takhle. I když to nevypadá hezky, tak jsem to schválně takhle chtěl. Bonsoir. Chtěl bych se zeptat, jestli máte, tak v tom textu zazněly některé moravské motivy, musím ten text opravit, protože někteří Moravané tam žili, tak jsem se chtěl zeptat, jestli i v jiných vašich textech jsou nějaké moravské motivy. A co se týče těch textů, které jste nám dneska přečetl, tak to téma Kaliningrad je jistě důležité, ale do určité míry, kromě genocidy se mluví taky o etnocidě a takovými těmi jemnějšími prostředky mi připadá, že vlastně u nás na Moravě se z nás taky stává taková tak trochu kaliningradská oblast, když tady právě mluvíme spíš teda o té etnocidě, bylo tady několik demonstrací přímo před touto budovou, ale nikoho to v zahraničí nezajímá. Donc pour ce qui est la question en elle-même, il y avait quelques motifs concernant la Moravie dans votre poème. La Moravie.
Dans le poème sur Austerlitz, je n'ai pas pu écrire, oui, Tak moravské mais c'est motivy un chantier. by byly v té básni o Slavkově, kterou jsem chtěl napsat, ale ještě jsem ji nenapsal. Tak zatím na tom pracuji. Donc la question c'était si vous avez des motifs de Moravie dans d'autres textes. Oui, Oui, donc le texte o Slavkově. voilà. Aha, jo, takže v tom C'est textě sur o la- Slavkově. V tom sur textu la- o Slavkově. Topographie, la toponymie de la bataille d'Austerlitz. A ta báseň by byla o topografii a toponymii bitvy. J'ai o même Slavkově. déjà des fragments, des titres de fragments du poème. Il manque que le poème. A už mám dokonce několik fragmentů a tituly, ale tu báseň ještě nemám. Dont un qui s'appelle Le Sceau du Lion, que j'ai découvert ici. Pourtant, je connais bien l'histoire de Napoléon, que j'ai découvert ici au musée d'Austerlitz, que dans les écoles de guerre, la stratégie napoléonienne d'Austerlitz s'appelle le Sceau du Lion. Voilà, le Sceau du Lion. Voilà. Quand il a sauté, il a fait sauter dans le brouillard ses troupes sur le plateau de Pratzen, ça s'appelle le Sceau du Lion. C'est dans les écoles de guerre, dans le monde entier, même au Japon, c'est connu sous le nom de Sceau du Lion, c'est une stratégie. A ještě k tomu bych chtěl říct, že v Slavkovském muzeu jsem si všiml, že ta strategie, kterou Napoleon použil u Slavkova, se jmenuje Lví skok, což je válečná strategie, která se oficiálně takhle jmenuje a pod tímto jménem se to dá najít třeba i v Japonsku. J'ai rapporté plein de photos, les commères et Geneviève en sont témoins. J'ai plein de photos de la région pour écrire ce texte. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'écris pas, parce que voilà, il y a des choses qu'on n'écrit pas, c'est comme ça. A už mám spoustu Pas fotek la a peine de materiálu tourner. k té básni, ale nakonec prostě nevím proč, ale tu báseň jsem ještě nenapsal, tak to prostě někdy se stane. Non, parce que je suis un peu paresseuse. Možná jsem trochu líný. Et quand on est éditeur, on a tellement à faire au travail des autres qu'il faut certainement une grande motivation pour avoir envie de produire. Je ne sais pas, moi voilà, je me contente assez souvent des poèmes de mes amis dont je fais des livres qui sont presque un peu mes livres. Parce que je travaille avec eux beaucoup sur les... Mais je travaille beaucoup avec eux sur le manuscrit. Ils en sont témoins. A jako vydavatel mám tolik práce s knihami jiných autorů, že bych potřeboval obrovskou motivaci, abych taky mohl psát něco vlastního. A často vydávám knihy svých přátel, spolupracuji s nimi, pracuji také na jejich rukopisech, takže jsou to potom vlastně skoro jakoby moje knihy. Jsou tady na té světci přímo v sále. Ještě prosím vás jeden dotaz. Ty básně, které jsme teďka slyšeli nebo tedy četli, jsou spíš, já bych řekla, použila slovo exteriérové. Píšete také třeba intimní poezii? Les poèmes que vous nous avez lus sont assez dirigés vers l'extérieur, je dirais. Est-ce que vous écrivez aussi de la poésie intime? Jamais. Nikdy. Les autres le font très bien. Les autres le font très bien. Ostatní to dělají velice dobře, já to nepíšu. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. No, možná je to tím výběrem básní uspůsobeným pro dnešní čtení, ale zdálo se, že vlastně v prvním kusu té proze, těch dvou básních, se zabýváte nějakými reáliemi nebo prolínáním historie a současnosti z východní Evropy, nebo východní a střední Evropy. Tak ta moje otázka zní, jestli máte k tomu nějakou zvláštní osobní, si chováte nějakou zvláštní osobní náklonost právě k východní Evropě a k tomu, co se tady děje, vlastně k tomu dialogu mezi současností a minulostí.
C'est peut-être à cause de la sélection des poèmes que vous avez lus. J'ai eu l'impression que vous travaillez beaucoup sur l'histoire et la réalité des pays de l'Europe centrale et orientale. Donc je voudrais demander, est-ce que vous avez un penchant particulier personnel à cette région, et à l'actualité, le présent et le passé de cette région? Effectivement, le poème sur Prague paraissait s'imposer. Le texte sur Kaliningrad aussi, d'autant que c'est en réalité la seule chose que j'ai réellement écrite depuis des années. Donc, avec quelques raisons pour moi de le lire, et puis de montrer peut-être comment éventuellement je pouvais travailler. Surtout pour ne pas faire le poème que j'avais projeté de faire. Maintenant, le livre dans lequel a paru la première ou la deuxième version de la prise de Prague s'appelle Consolation, délire d'Europe. Et le livre auquel je travaille avec un insuccès notable, qui reprendra des poèmes de mes autres livres, de certains poèmes de mes autres livres, devrait s'appeler Bataille. Voilà, et c'est une histoire de l'Europe, tout simplement, effectivement. Donc évidemment, l'Europe centrale aura un rôle éminent à y jouer, puisque le destin de l'Europe s'est passé en grande partie au centre de l'Europe. Voilà, donc évidemment, le projet, c'est une sorte de livre d'histoire à travers les batailles, parce que évidemment, c'est ce qui est pour moi ce qui fonde l'histoire, ce sont les batailles, à cause de la métaphore de la langue, parce que le poème est une bataille sans cesse recommencée, et toujours perdue d'ailleurs. On perd toujours la bataille, mais on est toujours du mauvais côté de cette bataille-là. Les critiques sont de l'autre côté. Et comme il ne parle plus de la poésie, on n'a plus d'ennemis, en fait. Tak ta báseň o Praze, to se tak jakoby nabízelo, když jsem přijel sem do České republiky. A ten text o Kaliningradu, ten jsem četl také z toho důvodu, že to je jeden z mála textů, který jsem v posledních letech napsal. A také z toho důvodu, abyste si trochu dovedli představit, jakým způsobem pracuji. A jinak já v současné době, tedy ten druhý text byl z knihy Utěšování šílení v Evropě, což by měla být součást cyklu, na jehož třetí části v současné době velmi neúspěšně pracuji. A ten cyklus, ten třetí díl cyklu by se měl nazývat Bitva. A ano, jeho hlavním tématem je evropská historie a myslím si, že ta střední Evropa tam bude tam hraje hlavní roli, protože v evropské historii se toho ve střední Evropě stalo velmi mnoho, že se tady vlastně ty evropské osudy tvořily. Takže to by měl být takový text na historické téma a zvlášť mě zajímají ty bitvy, protože si myslím, že právě bitvy dělají historii a zajímám se o ně také z toho důvodu, že si myslím, že poezie je také bitva, která se začíná stále znovu a znovu a je to bitva, která je vždycky prohraná. Děkujeme, paní redaktoři, děkuji vám jako publiku. Přeji vám hezký zbytek večera.